Et voilà, nous sommes donc à la causerie matinale. Nos invités sont sur place. Mathieu Boko, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à Etou, bonjour à Donald, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, effectivement, ils sont avec nous sur le plateau. Sylvain Etou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers confrères, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et Donald Arossi de Benetoko, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous, très ravi d'être là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à la vallée de l'Ouémé. La vallée de l'Ouémé, cette vallée est la deuxième plus riche en Afrique après le Nil. Beaucoup de richesses de ce côté, de richesses qui sont restées encore inexploitées aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons en parler parce que la vallée de l'Ouémé, elle est bien grande. C'est cette vallée qui part je dirais, de Rosi ici, jusque de l'autre côté de Bonou, même Ouéki, la zone de Ouéki est comptée dans cette vallée jusqu'au niveau de Pénipo et autres. C'est dans tous les cas une très grande vallée avec beaucoup de richesses, beaucoup de ressources à exploiter, mais jusque-là inexploitées. Sylvain Etou, quand on parle de la vallée de l'Ouémé aujourd'hui, vous pensez à quoi et qu'est-ce que cela vous fait? Non, la vallée de l'Ouémé, pour ceux qui connaissent, vous indiquez tantôt toute l'étendue que prend cette vallée, c'est une richesse immense qui n'est pas encore mise à exploitation comme cela se doit, c'est vrai, mais c'est une dotation naturelle que bénéficie la population béninoise donc à travers cette vallée. Une vallée qui regorge une vaste étendue de terre facile à arroser, facile à irriguer pour des cultures de courte saison et tout. Je crois que pour ceux qui s'y connaissent dans le métier du maraîchage ou bien dans l'exploitation des abords des fleuves, je crois que ceux-là savent que c'est une grande richesse naturelle que nous avons de ce côté. Ailleurs, des gens essayent d'aménager des espaces, drainer de l'eau pour pouvoir donc avoir de l'espace et faire ces genres de culture. Mais nous l'avons gracieusement de la nature. Je crois que c'est une grande richesse que nous devons penser à comment est-ce qu'on peut mettre à contribution cette vallée pour que les populations puissent en tirer profit. Certes, il y a des projets qui sont déjà depuis toujours, il y a beaucoup de projets qui concernent la vallée de l'Ouémé. Il y a beaucoup d'initiatives, même étatiques, qui concernent la vallée de l'Ouémé, mais qui jusque-là ne sont pas encore arrivées à maturité pour qu'on puisse savoir vraiment si cette vallée est en train d'être exploitée pour le bien-être de nos populations. Et donc, c'est toujours le moment d'initier encore d'autres projets, d'envoyer encore d'autres jeunes sur le territoire, de pouvoir donc exploiter cette vallée parce que c'est immense, c'est long, c'est assez d'espace. Il n'y a pas que ceux de l'Ouémé qui puissent exploiter, non, tous les Béninois puissent aller sur la vallée et avoir le pain, avoir une portion pour pouvoir donc exploiter comme cela se doit. Donc c'est une zone qui est un atout naturel, est un atout pour le pays, et je crois que en dehors des mines, la vallée de l'Ouémé constitue une mine pour notre pays. Très bien. Ouais, Mathieu Boko, la vallée de l'Ouémé, quand on parle, il y a d'autres qui estiment que la vallée de l'Ouémé seule peut nourrir au moins l'Afrique de l'Ouest, surtout avec la proximité du Nigeria en termes de culture contre saison. Il y a d'énormes possibilités qui n'ont jamais été explorées en fait. D'abord, selon les études, c'est 70 000 hectares de superficie. 70 000 hectares, 70 millions d'hectares, je crois. Donc, je crois 70 000 hectares. Plus de 70 000 hectares cultivables, justement. Parce que le plus important aujourd'hui, les gens ont constaté que c'est une vallée telle que Sylvain le disait, qui pourrait naturellement nourrir tout un Bénin, même être exploité même ailleurs, tel que en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, dans l'espace UEMOA. Mais on a constaté que c'est seulement 30% de cette
cette superficie Moins de cultivable 30% qui est même exploitée, ce qui ne favorise pas. Où sont passés les 70-80% restants? C'est la grosse question qui se pose. Nous avons compris que d'abord le Bénin, tel que nous le disons, est basé sur l'agriculture. Après l'agriculture, il y a d'autres activités secondaires et parallèles qui viennent, mais seulement que cette île ou bien cette vallée-là n'est pas exploitée comme cela se doit. Nous avons seulement la chance que c'est sur le plan culturel que cette zone ou cette vallée de l'Ouémé est connue grâce à la fête Ouémekwe, ou qui se limite là. Je pense que c'est maintenant le moment à tout gouvernement qui se succède de penser à la politique qu'on doit mener. C'est vrai que depuis 2014, il y a eu un programme agricole aux infrastructures, le PAIVO, un truc comme ça, justement, un truc genre comme ça, qui a essayé de mettre sa politique en place, seulement que ça n'a pas trop pris. Parce que ça reste maintenant. Où se trouve le problème, on ne sait pas. Mais avec l'arrivée même du gouvernement, je crois, il y a une politique de 10 000 hectares qui est en vue d'être exploitée pour faire rendre visible cette vallée-là. Au niveau de l'agriculture, il est important de savoir que cette vallée est une richesse qu'on doit exploiter à cause même des localités qui s'y trouvent à Guégué, Bonou, et tel que vous le dites si bien, parce que toutes ces communes entourées sont très fertiles, qui peuvent être exploitées, notamment le riz, les cultures vivrières, etc. Et lorsque nous allons réfléchir, nous menons notre politique autrement, nous pensons que nous pouvons y arriver et accroître la productivité, et ce qui va permettre peut-être au pays de la sous-région aussi d'en bénéficier. Avec la vallée de l'Ouémé de la Rossi, nous pouvons assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est une richesse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Oui, je pense que la nature a béni tout simplement le Bénin en nous dotant de la vallée, la deuxième vallée la plus riche d'Afrique. D'aucuns diront la deuxième vallée la plus riche du monde. Quoi qu'il en soit, c'est que nous avons été dotés d'un potentiel naturel et d'une richesse naturelle très très énorme, et que nous n'avons pas su vraiment utiliser à bon escient jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on dit que cette zone, c'est une zone très fertile, il y a de l'eau, il y a de l'espace cultivable, et ce n'est pas que de l'agriculture qui se fait dans cette zone. C'est une zone dans laquelle tout ce que l'homme fait d'élémentaire s'y trouve. Les activités principales sont la pêche, surtout la pêche lagunaire. Nous avons l'agriculture, nous avons l'artisanat, nous avons aussi le commerce. Donc, toutes les populations de ces zones vivent au complet, parce que la nature les a dotés de tout ce qu'ils ont besoin pour vivre normalement. Quand nous regardons un peu l'espace cultivable, nous remarquons que la zone a plus de 70 000 hectares de terres cultivables, et il ne manque pas d'eau, parce que la zone a aussi la chance d'être parcourue par le plus grand fleuve du sud, le fleuve Ouémé, avec aussi l'afflux du fleuve Zou. Du coup, il y a un grand potentiel en eau qui existe, mais le grand problème qui se pose dans cette zone, c'est la question de la maîtrise de l'eau. Parce que les différentes études ont montré que la ressource en eau disponible dans la zone dépasse le besoin en eau. Du coup, dans la période notamment vers fin juin, surtout de juillet à octobre, il y a cru. Il y a cru, surtout dans la zone, parce que la vallée est délimitée en deux zones. Il y a la zone que les gens appellent la base vallée, que les autochtones appellent, je dirais,
il a un nom là, oui, ça va venir. Ouagbo, voilà, merci, Ouagbo, que les autochtones appellent Ouagbo, qui est une zone en basse relief, bien sûr, que l'eau inonde totalement. Donc, la zone de Gangban, voilà, etc. Voilà. Et tout, oui. Voilà, que l'eau inonde totalement. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire que quand les gens mènent des cultures dans cette zone et que les récoltes ne sont pas faites à un moment donné très tôt, c'est-à-dire que ça occasionne d'énormes pertes. Et donc ça met les populations dans une situation. Mais cette situation aussi a un côté avantageux parce que après la décrue, la terre devient encore très fertile pour d'autres cultures. Donc, il y a un problème de maîtrise de l'eau. D'où les scientifiques qui ont mené différentes études, que ce soit avec les instituts au plan national ou encore en coopération ou en partenariat avec des écoles universitaires de l'Occident. On dit qu'aujourd'hui, il est indispensable d'avoir un plan directeur d'aménagement de toute la zone, pour aménager toute la zone, pour relever ce défi de maîtrise de l'eau, pour permettre aux populations de faire des cultures de saison et de contre-saison sans pour autant avoir des problèmes d'inondation de façon permanente, parce que la zone, c'est vrai que la zone regorge d'énormes potentiel, mais en état naturel, on ne peut pas véritablement l'exploiter et en bénéficier. D'où il faut mener de grands travaux pour permettre à ce que les bas-fonds soient mis en valeur, aménager des zones hydro-agricoles pour favoriser les cultures telles que la culture du riz, par exemple, en tout moment, le maraîchage et d'autres. Maintenant, outre cet aspect, je vais aborder un autre aspect aussi qui constitue un problème. Il y a aussi la proximité de la zone avec le Nigeria qui constitue un problème parce que vous savez que les grandes villes que couvre la vallée telle que Bonou, Akeke, Dangbo et puis il y a une autre ville qui m'échappe là, mais il y a une proximité avec le Nigeria. Et vous savez que dans cette zone, les activités commerciales ont pris véritablement de l'ampleur. Pendant ce temps, l'agriculture n'est pas mécanisée dans la zone. Vous parlez de la mécanisation. Parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre qui se pose. Parce que les zones affluent beaucoup plus vers le Nigeria pour aller faire des activités commerciales. Du coup, vu le caractère pénible des travaux champêtres, vu que de l'autre côté, quand ils s'investissent un peu dans le commerce, les revenus sont là et ne se gênent pas trop, de plus en plus, ils abandonnent la terre. Et pour embraver de grandes étendues, on a beaucoup plus un problème aujourd'hui de main-d'œuvre. Du coup, il faut aussi penser à cela. Il y a des études qui ont conseillé, par exemple, qu'il faut non seulement aménager des espaces, mais aller chercher des jeunes qui sont dans d'autres régions du pays, par exemple, mais qui n'ont pas cette possibilité, cette aubaine. Quand vous allez dans la région des collines, par exemple, les gens ont des problèmes de fertilité. Donc, on peut, par exemple, déplacer ces jeunes, par exemple, vers cette zone, les installer, leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir mener les cultures, pour aussi pallier à ce problème. Très bien. Oui, c'est profond ce que vous venez d'exposer, Donald Arossi, parce que c'est la question que beaucoup se posent. Mais qu'est-ce qui fait que tous les projets qui sont en direction de la vallée de Lemay n'ont jamais marché? Et puis, c'est toujours du plomb dans les ailes. Et puis, on est là, on tourne en rond. C'est quand même inexplicable. Oui, c'est vraiment inexplicable. Je crois que le gouvernement actuel, vous allez voir il y a un certain silence sur des projets sur la vallée parce que, vous savez, il y a eu un certain nombre d'études qu'il faut quand même mener pour que ce qui n'a pas toujours marché dont vous parlez. Oui, là aussi, parlant d'études, est-ce que ces études n'ont pas été suffisamment menées de façon approfondie? Donald l'a soulevé tantôt, vous savez, il a exposé, je crois, 2 problèmes qui me semblent très utiles, pas utiles, mais très indispensables dans l'étude,
qu'est-ce qui fait que le projet ne marche pas toujours. Quand on parle de main-d'œuvre, je crois que c'est énorme. Parce que dans la zone, lorsque vous savez comment est-ce qu'on peut se rendre rapidement au Nigeria et revenir dans la soirée avec des dizaines de mille, en convertissant le Naira dans le franc CFA, je crois que vous n'allez pas vous exposer au soleil pendant 8 heures de temps pour dire que vous faites l'agriculture. Donc, il y a le problème de main-d'œuvre véritablement qui se pose. Or, dans d'autres localités, la main-d'œuvre est bien disponible, les jeunes sont disponibles, des paysans sont disponibles pour travailler, mais ils n'ont pas peut-être la terre cultivable fertile, mais ils n'ont peut-être pas aussi cette chance de connaître des vallées ou des zones humides comme ça pour pouvoir donc faire des cultures de contre-saison et tout. Je crois que les gouvernants ont encore du pain sous la planche à beaucoup plus intensifier. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas toujours? Les projets qui sont destinés sur la vallée de l'Ouémé, je crois qu'ils ont assez d'études à encore mener, mais je crois que la plus simple que nous, observateurs simples, nous voyons, c'est déjà que la main-d'œuvre pose problème, c'est déjà que la maîtrise de l'eau, parce que nos paysans ne sont pas aussi instruits pour quand même savoir calculer avec le changement climatique et tout. Mais ce qui est sûr, ils ont leur technique à eux. Ils ont leur technique à eux, mais avec le changement climatique, ça ne marche pas toujours. Ou que vous devez pouvoir planter tôt et pouvoir récolter avant que la crue n'arrive. Ou que vous devez pouvoir attendre que les eaux partent et que vous puissiez bénéficier des atouts que la vallée vous a apporté de par cette eau-là qui a envahi le territoire en temps. Je crois qu'il y a un peu de tout qu'on peut s'associer, étudier et vraiment exploiter pour que la vallée puisse atteindre ses objectifs. Bon, puisse mettre ses objectifs, puisse mettre ses atouts à la disposition de nos populations. Parce que c'est horrible que des pays comme des pays qui n'ont pas cette potentialité, quand je prends par exemple le Burkina, qui nous envoie de la tomate, qui nous envoie de l'oignon, qui nous envoie des piments, qu'on puisse, même s'il faut aller à l'école de ces pays-là, qui n'ont pas ces gens d'atouts, mais qui arrivent quand même à s'organiser, à organiser leur eau, pour pouvoir donc faire des cultures de contre-saison, et que nous, on a une certaine potentialité comme ça chez nous. Je crois qu'on peut quand même aller à l'école de ceux-là et voir qu'est-ce qu'on peut maintenant de façon progressive, parce que s'il faut embraser toute la vallée, je crois qu'on n'arriverait pas trop, mais qu'on puisse aller de façon progressive à commencer par mener des politiques sur l'exploitation de cette vallée-là, pour que de jour en jour des Béninois puissent commencer par s'intéresser à la vallée et que de l'agriculture, en parlant de la mécanisation, que ça ne soit plus trop une véritable quand on envoie quelqu'un à la terre, que ça soit vraiment la croix et la bannière. Parce que si l'activité est un peu mécanisée, l'individu se verrait beaucoup plus à l'aise à exploiter les machines, à pouvoir faire son activité et tirer profit comme cela se doit, au lieu que ça soit la roue qu'on coupe et puis tout, et qu'on doit se battre du matin au soir sous le soleil. Oui, Mathieu Bokor, oui, quand on parle de problèmes de mise en œuvre de ces projets pour vous, c'est vrai, vous l'avez évoqué, il y a eu quelques initiatives. Est-ce que c'est parce que les projets ne marchent pas que peut-être ceux qui sont de la vallée ont initié un regroupement culturel, le Wéméroué, qui quand même devrait être une très bonne initiative et aller au-delà de ce qui se fait, la construction des salles de classe, etc., pour marquer chaque édition. Mais je pense que vous pouvez réfléchir autrement et aller au-delà de tout ce qui est fait et accompagner les grands projets qui sont, parce que c'est des milliards qui sont projetés à investir là. Le tout ne suffit pas d'être docteur en aménagement du territoire ou en agronomie. Attention, pour dire que, non, je dis le tout, je n'insulte pas. Le tout ne suffit pas de dire qu'on est expert et pour réussir, parce que c'est une question aussi de pratique qui se pose. La théorie, c'est tout autre. La pratique, c'est tout autre. Et la science, elle est toujours exacte lorsque vous allez vers cette science-là. Je le dis parce que lorsque vous pouvez avoir de beaux projets, vous pouvez élaborer un bon projet, mais lorsque vous n'associez pas les fils et filles de cette localité pour que eux-mêmes vous descendiez sur le terrain, pour recueillir les avis et les problèmes de tout un chacun en vue de voir en réalité le problème qui se pose, ça ne va pas marcher. Parce que
un projet, c'est quoi? Un projet, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir et dire, ben écoute, aujourd'hui, nous pensions que si nous allons et que nous mettons telle mécanisation en place, ça peut réussir. Alors que tel que Donald le disait, il y a que la maîtrise d'eau peut-être qui se pose, le problème de main-d'œuvre qui se pose, et nous constatons aujourd'hui que la jeunesse que nous avons ne s'intéresse plus trop à l'agriculture. Les zones rurales aussi posent problème. Et c'est justement ça, parce que beaucoup estiment que tout le monde doit peut-être étudier, faire de longues études, et après tout le monde va venir autonome. Peut-être parce que de l'autre côté de la vallée, c'est souvent le Nigeria qui les intéresse, et le commerce, etc. Mais je pense qu'il est très important que nos scientifiques, nos universitaires, les politiques se mettent ensemble et réfléchissent au niveau de cette zone-là. Parce que c'est une zone très marécageuse, très utile, très fertile, qui peut apporter beaucoup de productivité. Au-delà de l'agriculture, vous savez, c'est une zone d'abord à caractère où la pêche s'intensifie beaucoup plus là. Parce que les gens exploitent plus la pêche que même l'agriculture. La terre, l'eau a envahi beaucoup plus la surface et les terres même se trouvent juste à côté. Quelle politique mener pour que l'agriculture soit favorable? Quel genre de culture, quel genre de culture on peut exploiter au niveau de cette vallée-là pour que ça n'échoue plus? Est-ce que le riz est favorable? Si oui, alors quel mécanisme mettre en place pour que ça réussisse? Si ce sont les cultures vivrières, il faut qu'on puisse encore réfléchir et voir quelle politique toujours mener. Ce sont les cultures maraîchères, parce que ainsi de suite. Il ne suffit pas d'avoir un projet et de mettre tout ensemble pour que ça puisse marcher. Il faut qu'on choisisse juste d'abord un angle. Si cet angle pourrait être favorable, alors il faut associer tout le monde. Je pense que nous avons eu des gens qui ont soutenu leur thèse sur la vallée de Lomé et nous ont fait sortir de très belles conclusions. Et je pense que ces conclusions actuellement se trouvent au niveau des facultés qu'on pourrait ressortir, les réexploiter et voir comment entre nous pourrons nous asseoir, réfléchir pour que véritablement on puisse démontrer que c'est la plus grande vallée, la deuxième d'ailleurs du monde, et qui peut servir non seulement le peuple béninois, mais aussi les pays de la sous-région. Oui, Donald Arossi, la vallée de Lomé, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi des ressources minières, parce que on se souvient que l'ancien régime avait lancé une opération de scannage de tout le sous-sol béninois. On aurait appris qu'il y a du pétrole dans la vallée de Lomé et beaucoup d'autres ressources qui sont restées jusque-là inexploitées. Oui, et je pense que ce que disait tout à l'heure Mathieu est fondamental. Quand nous poursuivons des objectifs, nous devons y mettre les moyens et les atteindre pour ne pas être dispersés. Vous voyez, les études scientifiques ne manquent pas. Et ces études ont quand même révélé tous les problèmes dont nous discutons ce matin. Il y a une étude menée il y a quelques années par l'université d'Abomey-Calavi en partenariat avec l'université de Lausanne, coordonnée par un certain éminent professeur comme le professeur Brice Augustin Saint-Saint, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui a été même élu meilleur scientifique, meilleur recteur de l'Afrique. Et cela, on peut quand même énumérer un certain nombre de problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, ce problème de main-d'œuvre se pose parce que non seulement d'abord, au premier abord, l'agriculture qui est menée dans cette zone est de type intensif mais traditionnel. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes confrontés, après, parce que c'était de type traditionnel, mais nous sommes encore confrontés à un problème des zones rurales et de désengagement de la jeunesse, des travaux champêtres. Du coup, il y a un grand problème. Et face à ça, les dames, parce que beaucoup plus ce sont des coopératives villageoises qui ce sont les femmes qui se réunissent dans les coopératives villageoises pour travailler beaucoup plus la terre. Et on remarque aujourd'hui que après les récoltes, pour pouvoir après embraver beaucoup plus d'étendue, continuer les travaux, qu'elles manquent beaucoup plus de fonds d'appui. Vous voyez, non seulement pour l'entretien des outils, pour acheter les semences,
payer les main-d'œuvre parce que de plus en plus, il y a un manque de main-d'œuvre, ça veut dire que le coût de la main-d'œuvre augmente. C'est normal. Il faut acheter les semences sélectionnées, certifiées, ça coûte. Et on remarque que ces femmes n'ont pas véritablement accès au crédit. Et quand elles ont accès au crédit, on remarque que les crédits aussi sont très coûteux. Vous voyez? Et ça pose un grand problème. Quand nous prenons par exemple le riz, elles ont un problème de grainage du riz. Après le récolte, après les récoltes, elles ont un problème d'égrenage. Le problème aussi est que la zone est enclavée. Il faut désenclaver totalement la zone. Et c'est un problème qui s'oppose depuis des années. Quand le gouvernement de la rupture est venu, après les analyses, on a remarqué qu'ils ont inséré dans le PAG, par exemple, qu'il faut aménager jusqu'à 600 km de plus rural. Vous voyez, c'est un enjeu de taille pour non seulement permettre à ces bonnes dames qui sont dans les coins reculés de la vallée d'acheminer les produits cultivés vers les marchés, parce qu'il y a des marchés qui ont été localisés et qui en tout cas qui marchent très bien, où on fait même où les gens quittent même le Nigeria pour venir s'approvisionner. Donc quand vous avez non seulement de la difficulté à produire, à récolter et encore à acheminer les produits pour vendre, c'est très compliqué. D'où nous devons véritablement réfléchir pour voir ce qu'il a lieu de faire. Et en termes d'études, nous avons quand même fait énormément dans ce pays. Nous en avons fait énormément dans des documents qui non seulement ont étudié les vrais problèmes et ont fait des recommandations spécifiques. Et les universités ont fait ce grand travail. Et nous avons ce grand problème chez nous au Bénin parce que dans les pays qui se développent, les États, les politiques travaillent en partenariat avec les universités. Et quand ces universités vous font les recommandations, il s'agit de les mettre en œuvre, vous devez les associer pour les mettre en œuvre. Mais chez nous, on est préoccupé beaucoup par des projets sporadiques et on choisit juste des aspects donnés et après on les écarte parce qu'il a de l'argent et on essaie de faire vaille que vaille. Et c'est un problème général. C'est un problème général, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas continuer par improviser et atteindre les objectifs escomptés. Ce n'est pas possible. Vous voyez par exemple le plan Bénin à la fin 2025. Où en sommes-nous? Quelle évaluation pouvons-nous faire aujourd'hui à 5 ans? Il y a un grand problème qui se pose. Parce que c'est un document. La vallée de Lomé est bien dedans, et bien définir tout ce qu'il a lieu de faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons cesser d'improviser, d'associer les experts, les universitaires. Ils ont fait un travail de taille. Quand vous fouillez les documents, vous voyez que tout ce qu'on ressasse aujourd'hui comme problème, ils l'ont étudié, ils continuent de l'étudier, ils font des recommandations, ils vont sur le terrain, ils vont vivre avec les paysans, ils envoient des étudiants vivre dans cette vallée avec les étudiants. Les chercheurs vont vivre avec les paysans, ils discutent mieux avec ces paysans que les politiques. Et du coup, ils arrivent à mieux cerner les problèmes aujourd'hui qui concernent cette vallée et ils proposent des solutions idoines et adéquates. Nous devons beaucoup plus travailler avec les experts aujourd'hui et quand l'argent vient, quand on arrive à décrocher les financements, il faut mettre ces experts, ces scientifiques à contribution. Parce que c'est dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines chimiques, on ne valorise pas les recherches scientifiques. Et je pense que c'est en partie à cause de ça que le pays est... La vallée et même plusieurs autres domaines du pays est encore dans cet état. Oui, maintenant, pour tirer les grandes conclusions, qu'est-ce qu'il faut proposer par rapport à cette vallée, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, pour qu'elle soit toute cette richesse qu'elle englobe, qu'elle regorge, soit mieux exploitée, mieux utilisée, mettre au profit du peuple béninois et de toute la région, parce qu'elle est quand même vaste. Agriculture, ressources minières, il y en a à profusion. Il y a du fer dans la vallée de Lomé, on l'a dit, il y a du pétrole, etc., bien d'autres ressources. C'est quand même une richesse que nous détenons. Oui, non, Donald a commencé par le dire déjà, c'est déjà commencé par associer les chercheurs, ceux qui vraiment continuent de mener des études sur ces domaines, sur ce territoire pour quand même les écouter, pour quand même les associer à des paramètres où il faut vraiment les associer pour que des projets puissent impacter l'économie nationale comme cela se doit. Et là, ça pose l'autre problème, ça c'est juste une ouverture pour vous qui ne s'impliquent, qui ne se confondent pas à la politique politicienne. Bon, c'est encore un autre point. Bon, non, mais je vous laisse continuer. Dans la règle de l'art, c'est que le politique sait où il est et puis le scientifique sait où il doit être.
quand il va s'agir de parler du développement du pays, normalement. Je crois que l'organigramme de notre société est fait et qu'on a quand même la possibilité de collaboration pour que chacun puisse apporter sa pierre. Et donc, à côté de la collaboration qu'il faut, je crois, il faut une certaine ouverture sur le Nigeria qui est à côté. C'est-à-dire, les gouvernants doivent avoir une certaine ouverture pour dire, mais nous sommes dans cette localité, à cette proximité du Nigeria. Qu'est-ce que nous pouvons tirer? C'est vrai qu'on a toujours dit que le Nigeria, c'est un atout pour le Bénin. Ce qui est sûr ici, si on produit suffisamment, eh bien, on peut vraiment, même si on le manioc, le gari aujourd'hui, le riz dont parlait Donald, le maïs, ce sont des produits, quand on produit, même la tomate, même l'oignon, même du piment, ce qui se produit dans cette zone, c'est pas que les gens de Lomé qui en consomment. La grande partie se déverse sur le Nigeria, histoire de faire quelques activités, là, revenir le soir avec des billets de banque. Je crois que nous avons assez d'intérêt à ce que cette zone soit valorisée. Et ce qui me rassure un peu est que il y a l'État béninois qui a un programme et qui comporte des points qui concernent cette vallée, et j'ai espoir que d'ici là, nous pouvons quand même entendre qu'il y a un projet qui est mis sur le tapis concernant la vallée de Lomé et qui est allé véritablement au bout, parce que j'ai ce ferme espoir que ça peut être échoué sur des points donnés où le gouvernement actuel a presque réussi, et que cette réussite puisse s'implémenter sur la vallée de Lomé, ne serait-ce que sur une portion, pour servir d'exemple que la vallée n'a pas un sort d'échec, mais plutôt qu'on a toujours des problèmes qui ont tombé, des politiques qui devraient valoriser cette vallée, et que le gouvernement aurait réussi. Ce serait un exploit pour ce gouvernement. C'est sûr que l'actuel gouvernement, comme l'a dit Sylvain, il y a certainement un programme en direction de cette vallée, qu'il faudra vraiment dérouler ce programme pour que ceux de la vallée de Lomé se sentent véritablement concernés, que ça y est, enfin, notre vallée est en train d'être exploitée à fond, comme cela se doit. Déjà, dans le programme, on l'a rappelé tantôt, le gouvernement pense exploiter déjà plus de 10 000 hectares, à mettre à contribution pour que le Bénin se dote véritablement de tout ce que nous avons déjà dit sur le plateau. Il est important, au-delà même de ce travail qui doit être fait avec les universitaires, de mettre en œuvre les lycées, collèges et déjà facultés agronomiques existants, parce que nous avons des élèves, des étudiants qui sortent, qui ont leur licence en agronomie, ingénieurs en agronomie, mais qui malheureusement, même projet Songhai, qui sont là. Je crois que nous avons des structures pensantes qui peuvent être associées pour le développement de ce pays. Il faut que nous pensions que nous sommes la deuxième vallée, la plus grande richesse d'ailleurs après le Nil de l'Égypte, pour que nous voyions là où nous avons échoué et qu'est-ce qui doit être fait. Parce qu'il faut reconnaître l'échec, ce n'est pas encore que vous avez complètement perdu la bataille, pas du tout. Il y a que bien avant même l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon, son projet de société a pris en compte cette vallée de Lomé, pour même dans le programme d'action qui a été lancé en décembre 2016, je crois, le ministre de l'Agriculture a abordé ce pan. Il est important de savoir ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire, qu'est-ce que nous pouvons faire très vite pour que la question de la productivité soit corrigée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Est-ce qu'il faut tout cultiver au niveau de cette vallée-là? La question reste là. Est-ce que si c'est pour le riz qui marche... Déjà, ce qu'on observe, moi, pour ma part, je pense que tout est... Parce que il y a toujours... la terre est toujours humide à toute saison. Et donc, tout est possible à produire. Mais vu que nous avons un problème de main-d'œuvre, nous avons un problème de contre-saison, etc. Il est très important de voir déjà la culture principale que nous pouvons développer pour que cela puisse contribuer d'abord au développement de notre nation. Parce qu'il faut d'abord dire un avant de dire deux. Lorsque nous allons sauter pieds joints dans cet exercice-là, nous risquons de ne plus rien enregistrer. Il faut que nous menions nos pas à petit,
coup pour que nous pensions que oui, nous avons atteindre l'objectif 1. Ça reste l'objectif 2 à atteindre, et l'objectif 2, c'est peut-être maintenant associer les universitaires, associer les experts, les acteurs impliqués dans ce domaine-là, pour que peut-être on organise un symposium, on organise un atelier de 3 jours et 4 jours, pour que les conclusions qui seront issues peut-être de ce symposium, de cet atelier-là, puissent maintenant véritablement être exploitées, et que tous ceux qui ont déjà eu la chance de soutenir leur thèse, leur mémoire sur cette vallée-là puisse être mise à contribution et en puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci Mathieu Bokor. Et Donald Arossi, votre... Oui, je dirais que au-delà de ce potentiel agricole qu'on nous sommes en train de vanter, c'est une zone aussi qui a un potentiel touristique et spirituel très énorme, parce que quand vous allez sur la seconde partie de la vallée que les gens appellent la hauteur de vallée, ou le plateau, ou encore les autochtones appelés Agedji, vous allez constater que vous pourrez explorer de là toute la zone, c'est-à-dire les villes de Calavi, de Cotonou, de loin. Et ça même offre, de l'autre côté du Zouwenri. Voilà, et ça offre vraiment un paysage très intéressant, une vue agréable à la vue. Il a aussi des forêts sacrées, des forêts primaires, des forêts denses. Donc je pense qu'il y a assez de potentialité dans cette zone qu'il faut véritablement valoriser. Aujourd'hui, les problèmes sont connus. Les experts, en ce qui concerne le domaine agricole, recommandent aujourd'hui, pour pallier beaucoup plus à ce problème d'agriculture de type traditionnel et ce problème de main-d'œuvre, qu'il faut penser en fonction du caractère des activités qui s'y mènent. Il faut opter pour une mécanisation et une semi-mécanisation pour la zone, pour vraiment permettre aux bonnes dames de cultiver, de faire vraiment une production en grande échelle. Outre ça aussi, il faut mieux penser la structuration des coopératives de femmes et penser au modus operandi par lequel il faut les appuyer par rapport au crédit, parce que c'est fondamental. Il faut qu'elles soient dotées de moyens financiers et qu'elles soient véritablement encadrées pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a aussi d'autres domaines tels que l'élevage, la pêche. Les gens recommandent beaucoup plus la pêche lagunaire qu'il faut véritablement valoriser et permettre à ce que on puisse vraiment bénéficier des atouts de la zone. Je pense que en somme, nous avons véritablement un problème de priorité. C'est vrai qu'on vante les mérites de l'agriculture, on dit que le Bénin est un pays agricole, mais dans les politiques publiques réellement, on ne fait pas vraiment de l'agriculture une grande priorité, un défi du temps. Oui, je le pense parce que c'est vrai qu'on improvise. Oui, ça n'engage que moi en fonction de mes observations, parce que c'est vrai que ces dernières années, nous avons pu atteindre on a battu des records, on a eu des performances, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que nous avons encore des besoins sur le territoire en matière d'autosuffisance alimentaire, et en matière de réduction de la pauvreté. Nous avons des atouts à côté où on peut exporter ces produits. Je pense qu'au-delà de tout, nous devons planifier les investissements en matière d'agriculture et parler par exemple de la vallée de Lomé à l'horizon 2050. Qu'est-ce que nous voulons de la vallée de Lomé à l'horizon 2050? Bon, je suis très heureux quand par exemple dans les pays comme l'Angleterre, quand ils vous parlent de leur aéroport, ils vont vous dire d'ici 2050, d'ici 2100. Merci Donald, Mathieu, merci. De toute façon, les autorités savent de ce qu'il faudra faire. Ça, c'est que nous sommes là en train d'attirer peut-être l'attention sur cette vallée, cette richesse qui reste à valoriser. Tout un programme en jeu. Nous aurons le temps de constater et revenir ici apprécier. Et nous savons qu'ils y pensent, l'actuel gouvernement, les autorités de ce pays. Nous vous disons merci pour tout ce qui est fait. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin le matin, aujourd'hui, la causerie matinale qui a abordé bien sûr la vallée de Lomé. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à nous suivre.